Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Change Now, bienvenue au grand sommet des solutions pour la planète. Je m'appelle Stécie Algrin, je suis journaliste spécialisée sur les enjeux de biodiversité et je vais également animer cette session qui a un thème pour le moins méta, notre place dans l'univers. Alors en la préparant, je me suis demandé à quel moment dans sa vie est-ce qu'on se demande quelle est sa place dans l'univers, parce que c'est quand même un peu égocentrique ou alors très à nouveau philosophique. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plusieurs moments dans une vie où on se pose ce genre de questions. Il y a le moment où on est en troisième et on est face à une conseillère d'orientation qui a envie de vous envoyer dans un chemin qui est totalement délirant. Il y a le moment où, à nouveau, vous êtes en fin de lycée et là, vous vous dites « Ok, c'est le moment où je suis censée choisir ce que j'ai envie de faire de ma vie, alors que vous avez 18 ans et que la seule chose que vous voulez faire, c'est partir en vacances avec vos potes. » Et puis, il y a le moment où vous avez 28 ans et puis vous faites votre première dépression. Alors ça paraît pas très fun comme ça, c'est pour ça que j'ai mis une tenue toute rose pour apporter un peu de gaieté et de vie à cette session. Mais ça m'est arrivé il y a quelques mois et j'avoue que c'est vertigineux parce qu'on en entend parler absolument partout aujourd'hui du fameux burn-out, de la dépression, de ce mal qui touche toute une génération et de plus en plus de personnes dans la société. On est aujourd'hui beaucoup à être sous antidépresseurs, à essayer de calmer nos émotions face à un monde qui est en train de partir littéralement en vrille. Et pour autant, on est souvent renvoyé à cette chose-là qu'il faut se relever le plus vite possible. Arriver à faire face et à se comporter en adulte, face à un monde où en fait les adultes ont un peu déserté la scène. Et donc je me suis rendu compte que moi, ma place dans l'univers, elle avait été dictée par beaucoup de choses qui finalement m'avaient été imposées, par les exigences d'un monde qui voudrait qu'on soit guidé uniquement par la performance, par le succès, un nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, un nombre de chiffres et de zéros précisément sur une fiche de paie à la fin du mois, et parfois aussi le regard un peu imposant d'une famille qui veut que vous ayez une vie qui soit un peu meilleure que la leur. Et j'avais un peu coché toutes les cases, et malheureusement, je me retrouvais face au vide de la vie. À un moment, je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre ? Je ne suis pas du tout heureuse avec ce que je suis en train de faire. Les autres me disent que c'est cool, mais en même temps, si moi je ne suis pas heureuse, à quoi est-ce que ça sert ? Et c'est ce genre de questions qu'on va se poser aujourd'hui, des questions qui sont parfois un peu dérangeantes, un peu poil à gratter, parce que se dire qu'est-ce que je fais de ma vie, c'est vertigineux. Parce qu'on est lancé et que parfois continuer à avancer sans trop se poser de questions, c'est quand même plus confortable que de s'arrêter 5 secondes sur une scène face à des inconnus et de se dire peut-être que ça ne me va pas, peut-être que je peux changer, et se rappeler qu'on a un certain pouvoir aussi sur sa vie. Et c'est ce qu'on va faire donc avec nos deux premiers panélistes que vous connaissez sûrement, qui s'appelle donc Cécile Renouard. Elle est cofondatrice et présidente du Campus de la Transition, mais également Gabriel Malek, qu'on suit régulièrement sur les réseaux sociaux pour ses posts sur les questions de décroissance. Il a publié également un ouvrage qui s'appelle Les Sensei de la décroissance, et donc ils vont nous donner un peu leur vision à eux sur leur place dans l'univers et sur quels sont les questions qu'on peut se poser quand on se demande quelle est notre place dans l'univers. Je vous demande de les accueillir chaleureusement avec moi sur cette scène. Je vous remercie. Bienvenue à tous les deux. Merci beaucoup d'être avec nous ici au Grand Palais sous ces lumières qui sont assez impressionnantes. Vous êtes en effet tous les deux engagés avec des moyens différents sur le terrain, dans le territoire, avec le campus de la transition, également sur le terrain avec Alter Capitae et pourtant aussi avec une grosse présence sur les réseaux sociaux pour essayer d'aller piquer là où ça devrait faire pas trop du bien dans un premier temps, mais finalement ça nous fait du bien sur les réseaux sociaux avec LinkedIn, etc. La première question que je pourrais vous poser, c'est finalement ça signifie quoi être humain dans la transition écologique, puisqu'on a l'impression finalement qu'on est toutes et tous un peu au bord du précipice. Cécile Renouard, comment est-ce que vous avez pu vous poser ce genre de questions très méta, très philosophiques ? Bonjour à toutes et tous. Alors on m'a dit qu'il fallait que je tienne mon micro comme ça, j'espère que vous m'entendez bien. Ça va ? Oui. On dit oui, c'est super. Alors évidemment, c'est une énorme question, alors sur un thème immense. Moi, je dirais que c'est être humain, c'est d'abord et avant tout peut-être soigner la qualité des liens aux autres, des liens aux vivants, des liens à nous-mêmes, et puis à plus grand que nous. Et alors, moi, il se trouve que je suis rentrée dans une congrégation religieuse internationale il y a 35 ans, une congrégation qui intervient dans des domaines de l'éducation et du développement dans 35 pays. Et pour moi, ça résonnait beaucoup avec mes études en école de commerce. Et du coup, voilà, il y avait vraiment la conviction très forte que de
d'essayer de suivre le Christ et de vivre de l'esprit de l'Évangile, c'était aussi contribuer à essayer de voir comment nos modèles économiques et nos modes de vie étaient plus ou moins ajustés justement à cette qualité des relations qui font le cœur de ce qu'est une vie humaine digne et belle. Voilà. Alors les relations, c'est évidemment au cœur de nos vies à toutes et tous, mais c'est de plus en plus des relations qui sont dématérialisées. On voit des personnes qui nous suivent via un nombre d'abonnés, via un nombre d'interactions. Gabriel, est-ce que toi aussi, ça t'évoque ça, une crise aussi de la sensibilité, du lien, un besoin de retourner à ce genre de questionnement ? Énormément. Dans le sens où moi j'ai commencé plus en travaillant dans la RSE avec l'idée un peu qu'on pourrait changer les choses de l'intérieur. Et rapidement, je me suis un peu entre guillemets radicalisé vers la décroissance quand j'ai compris que la question écologique était avant tout une question sociale, de critique du capitalisme. Et là, quand on parle des liens sociaux, ça me fait penser à quelqu'un qui s'appelle Karl Polanyi, qui a écrit La Grande Transformation, qui est un sociologue, qui explique quelque chose de très juste. Et je pense que si on veut faire de l'écologie, il faut comprendre ça. C'est-à-dire qu'il explique qu'au départ, le capitalisme, pour pouvoir finalement faire rentrer de plus en plus de choses dans la sphère du marché, en fait, a eu besoin de briser les relations de solidarité entre les gens, les relations de charité, les relations de réciprocité, pour les remplacer par des relations marchandes. Donc ça, évidemment, ça fait du PIB, c'est top pour la croissance, mais d'un point de vue des liens humains, c'est éminemment problématique, ça détruit le lien social, et on arrive à ce que Jacques Généreux appelle la dissociété. Et donc pour moi, l'écologie, c'est avant tout cette question philosophique de refaire du lien. Et c'est pas une action technique, et un peu, si vous voulez, dans un second temps, quoi. Mais c'est avant tout cette question sociale, pour moi, l'écologie. Recréer du lien, c'est aussi un des objectifs du campus de la transition. Comment est-ce que ça se matérialise ? Comment est-ce qu'on réussit aussi à créer du collectif autour de cette mission qui, dans un monde qui va très vite, dans un monde où en effet on est beaucoup axé autour du technique, de la technique, vraiment des choses très ancrées dans les valeurs actuelles. Comment est-ce qu'on fait pour réunir autour de cette question des liens ? À moi d'abord. Oui. D'abord, je ne sais pas si tout le monde connaît. Qui connaît le campus parmi vous ? Quelques-uns, mais pas tout le monde. Alors, je vais quand même en dire un tout petit mot. Le campus est une association qui a maintenant 7 ans, qui vise à former pour transformer l'enseignement supérieur et les responsables d'aujourd'hui et de demain pour une transition écologique et solidaire. Et l'intuition qu'il y a derrière la création du campus, qui est liée aussi, c'est moi qui ai un peu l'intuition de départ, mais liée au travail auprès de multinationales dans les pays du Sud, dans le cadre d'une thèse de doctorat sur ce sujet, et puis d'enseignement notamment à l'ESSEC et à l'École des Mines de Paris, depuis 18 ans, c'était de se dire il faut se mettre soi-même dans la question avec d'autres, être dans un lieu dans lequel on puisse expérimenter une vie plus sobre, plus solidaire, conviviale. Et donc le campus est ancré dans un écolieu, éco-campus, dans le sud de la Seine-et-Marne. Nous sommes une trentaine à vivre sur place, avec des habitants plus ou moins long terme. Nous essayons donc de développer très concrètement dans nos vies quotidiennes ce que peut être une vie plus bas carbone, mais de montrer que ce n'est pas punitif, que c'est très convivial, que ça donne beaucoup de sens. Et on propose des expériences immersives pour des équipes de direction, d'universités, d'écoles, des enseignants-chercheurs, du monde de entreprises ou collectivités. À vrai dire, pour l'instant, ça marche beaucoup mieux avec le monde des collectivités territoriales que des entreprises. Mais c'est un appel à tous ceux et celles qui voudraient venir de ne pas hésiter à le faire. Et puis, on accueille aussi des étudiants d'universités, d'écoles de commerce, d'ingénieurs, Sciences Po. Et derrière tout ça, l'idée, c'est de viser 3 transformations principales qui sont à la fois des transformations, ce que je mentionnais, dans la vie quotidienne. Ça rejoint ce qu'avait fait la Convention citoyenne pour le climat, d'inviter à se dire de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin et comment favoriser des modes de vie dans nos déplacements. Et on est dans une zone semi-rurale où est né le mouvement des Gilets jaunes. Donc ça dit quelque chose des tensions qui peuvent exister entre les objectifs sociaux et écologiques. Comment se déplacer, se nourrir, se loger, se chauffer, de façon à respecter nos besoins fondamentaux et de manière qui soit heureuse, joyeuse et plus solidaire au regard des énormes enjeux et d'équité et par rapport à ces énormes inégalités à l'échelle internationale et dans nos territoires. Donc il y a vraiment cette volonté d'agir sur la vie quotidienne. Et puis deuxième objectif, c'est du coup de travailler à la racine des problèmes, donc de proposer des formations qui aillent vraiment au cœur du dispositif et d'incohérence profonde de nos manières de concevoir la création et le partage de la valeur et des richesses. Et donc, c'est travailler sur les enjeux structurels. Et puis enfin, la 3e transformation,
qui me semble absolument décisif, c'est ce que certains appellent l'écologie intérieure ou la transition intérieure. Satish Kumar, qui est intervenu hier, a beaucoup parlé aussi de cette dimension spirituelle, de finalement ce qui nous meut de l'intérieur et qui justement évite de prendre les questions écologiques et les transformations très profondes comme quelque chose de punitif, ce qui est malheureusement souvent caricaturé chez un certain nombre d'acteurs, mais de se dire c'est au fond être au niveau de nos motivations les plus profondes et d'y trouver voilà, du sens et de la joie. Gabriel Malek, je pense que ça fait écho avec pas mal de choses que vous portez, notamment sur le besoin justement de recréer un sens du collectif, de ramener aussi une espèce d'entité un peu sacrée, parce qu'évidemment, quand on s'est détaché à un moment de la religion dans nos sociétés, c'est un peu le capitalisme et le matérialisme qui ont pris ce rôle d'entité toute puissante. Donc comment est-ce que vous questionnez ça ? Exactement, et je souscris à beaucoup de ce que vient de dire Cécile. C'est-à-dire qu'en effet, donc l'asso dans lequel je suis s'appelle Alter Capitae, et du coup on parle de décroissance prospère. Alors tout de suite, pour certains, ça peut être un oxymore, prospérité, décroissance. Et l'idée, c'est qu'on essaie de travailler cette notion de prospérité, justement, en effet, pour que l'écologie ne soit pas vue comme punitive, mais au contraire conviviale, etc. Et notre idée, finalement, c'est que souvent on associe dans la société capitalisme, croissance du PIB et prospérité. Or, c'est une prospérité qui est quand même très court-termiste, qui est une prospérité finalement d'accumulation, une prospérité très matérialiste, une prospérité en plus individualiste, avec une sorte d'idée de jouissance individuelle, avec l'idée qu'on serait plus heureux finalement en accumulant et en se séparant de plus en plus de l'environnement et des autres. Et nous, on pense au contraire qu'on peut aller vers un autre type de prospérité, qui est une prospérité en décroissance, qui serait l'idée finalement voilà, de faire décroître la production pour permettre de sauvegarder nos écosystèmes naturels. L'idée peut être voilà, d'accumuler moins de biens matériels, mais d'être plus dans le lien, et d'être finalement pas dans cette jouissance solitaire et individualiste, mais au contraire être dans l'idée voilà, qu'on a une liberté certes, mais une liberté qui est dépendante des autres et du vivant. Et donc à partir de là, l'idée de partager, l'idée de préserver l'environnement apparaît tout de suite comme une évidence. Et il faut savoir qu'au cœur de la décroissance, il y a la notion de convivialité, voilà, qui a beaucoup été développée par Ivan Illich. Et justement, c'est cette idée-là de vivre en harmonie avec les autres et la nature. Et sur la question du sacré, en effet, il n'y a pas longtemps, j'avais écrit une tribune dans La Croix là-dessus, parce que pour le coup, moi, bon, alors je suis en réflexion, on va dire, mais il y a 5-6 ans, je n'étais pas du tout croyant. Et du coup, j'ai lu le Laudato Si du pape François, sans trop m'attendre à y voir des choses intéressantes pour moi. Et de fait, j'ai trouvé une pensée très puissante, qui allait beaucoup dans le sens de la décroissance, et ça m'a fait réfléchir à cette question. Et je pense que finalement, oui, on est dans une société aujourd'hui où on a eu un moment, on a, entre guillemets, comme disait Nietzsche, tué Dieu. Et finalement, en fait, je pense que, et c'est ce que Marx appelait le fétichisme de la marchandise, on a remplacé un peu ce sacré divin par, voilà, finalement un fétichisme de la marchandise, l'idée qu'on pourrait avoir du bonheur en accumulant de plus en plus. Et quand on voit les files de personnes qui attendent la sortie du nouvel iPhone devant les Apple Store, on dirait presque des fidèles quoi, qui sont là devant Elon Musk, ces grands gourous du capitalisme qui finalement ne proposent rien à part le fait d'acheter pour qu'ils accumulent de la valeur. Et c'est là, je pense qu'en effet, la spiritualité, les religions peuvent nous apporter quelque chose pour aller vers cette décroissance-là. Voilà. Cécile, je vois que vous avez le Laudato Si juste là. Je me suis dit que j'allais lire un numéro, et comme c'est en ce moment que le pape est enterré, c'est une façon de rendre hommage à ce magnifique texte qu'est Laudato Si, qui est un texte qui est adressé à tous les hommes et femmes de bonne volonté. Et je vous propose de lire le numéro 223 de l'encyclique, dans une section qui s'intitule « Joie et paix ». Et le pape parle de sobriété. Il dit « La sobriété qui est vécue avec liberté et de manière consciente est libératrice. Ce n'est pas moins de vie, ce n'est pas une basse intensité de vie, mais tout le contraire. Car en réalité, ceux et celles qui jouissent plus et vivent mieux chaque moment sont ceux et celles qui cessent de picorer ici et là en cherchant toujours ce qu'ils n'ont pas et qui font l'expérience de ce qu'est valoriser chaque personne et chaque chose en apprenant à entrer en contact et en sachant jouir des choses les plus simples. Ils ont ainsi moins de besoins satisfaits et sont moins fatigués et moins tourmentés. On peut vivre intensément avec peu, surtout quand on est capable d'apprécier d'autres plaisirs et qu'on trouve satisfaction dans les rencontres fraternelles, dans le service, dans le déploiement de ses charismes, dans la musique et l'art, dans le contact avec la nature,
dans la prière. Le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous abrutissent en nous rendant ainsi disponibles aux multiples possibilités qu'offre la vie. Voilà, je trouve que c'est vraiment un très beau texte. Et évidemment, le pape ne dit pas que tout ça, c'est aussi pour celles et ceux à qui il est possible de donner les moyens de tout ça. Donc ça va de pair avec l'écoute, comme il le dit dans l'encyclique, du cri de la terre et du cri des pauvres. C'est-à-dire comment est-ce qu'on donne accès à ces capacités d'action et de décision à tous et toutes, et notamment aux plus vulnérables. Et là, mais de revenir, je pense, pour chacun et chacune de nous, à fondamentalement, qu'est-ce qui est pour nous une vie de qualité ? Dans un autre numéro de l'encyclique, le pape est très critique de la conception habituelle de la RSE, en disant que ça risque d'être une affaire de marketing et d'image, et en dénonçant le win-win, le gagnant-gagnant trop facile, et en invitant, il nous dit, à redéfinir le progrès. Et donc, fondamentalement, je pense que c'est cette question-là, redéfinir le progrès, la qualité de vie, c'est une manière justement de remettre nos modèles économiques, et on parlait juste avant des modèles régénératifs, solidaires, plus justes, d'aller dans ce sens-là. Et en reposant plus fondamentalement les questions de à quoi ça sert. Et qu'au fond, et même dans les entreprises, il y a des représentants de grandes entreprises ici, il y en a un certain nombre à des postes élevés qui militent pour une décroissance des volumes de production et de consommation. Et quand tu parlais tout à l'heure de cette idée d'une prospérité, comme le disait Tim Jackson déjà en 2010 ou 2011, la prospérité sans croissance ou avec une faible croissance, c'est une invitation à se dire, évidemment, il s'agit de créer de la richesse, créer de la valeur économique et financière, mais pas n'importe comment, et en ayant vraiment en tête que tout ça est fait, en principe, pour une meilleure qualité des relations. Alors, il y a aussi cette image du donut, je pense, qui est familière pour un certain nombre, de Kate Raworth, qui est se dire comment est-ce qu'on crée, on partage cette valeur, ces richesses, en respectant un plancher social et un plafond environnemental. Enfin, il me semble qu'aujourd'hui, on a plein de manières imagées de favoriser justement cette recherche profonde de cette sobriété choisie. Ce n'est pas autre chose que de la précarité subie, mais sobriété choisie, heureuse, solidaire. Dans ce que vous mentionnez, il y a cette question de questionner aussi le champ des possibles et aussi la raison fondamentale de pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Et je remarque que souvent, quand on parle des solutions, en tout cas aux multiples crises qu'on est en train de connaître, il y a un peu toujours de on ne peut pas faire ça, on ne peut pas mettre en place telle solution, comme si justement le champ des possibles en termes de solutions avait été, je dirais, capturé par une certaine partie de la population. C'est aussi le rôle des nouveaux imaginaires, d'aller creuser aussi dans d'autres cultures que de réouvrir à nouveau ce champ des possibles. Gabriel Malek, c'est quelque chose que vous essayez d'explorer, notamment par le biais, je dirais, de la pop culture, des mangas, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Complètement, parce qu'en fait aujourd'hui, et on en revient encore à Polanyi, au départ, on est dans un monde quand même, en fait ce qu'explique Polanyi, c'est qu'au début du capitalisme, il y a eu l'invention de ce qu'on appelle le marché avec un grand M, et c'est assez exceptionnel, c'est la première fois qu'on avait un marché qui n'était plus encastré dans la société. C'est-à-dire qu'on a un marché qui vit pour lui-même, qui est là pour accumuler de la valeur, et qui ne répond plus à des besoins sociaux fondamentaux. Et de fait, aujourd'hui on est plongé là-dedans, et les décroissants critiquent beaucoup ce qu'on appelle la colonisation des imaginaires. Donc c'est l'idée qu'avec la publicité, les films, etc., on va vous plonger dans une vision du bonheur qui sera l'accumulation, le fait de posséder, le fait de dominer, etc. Et on est vraiment là-dedans. Et on le voit quand on propose des mesures politiques. Par exemple, il y avait une mesure sur la question de l'héritage qui était de dire, ceux qui touchent plus que 2 millions d'euros d'héritage personnel, ce qui est quand même pas mal, au-dessus de 2 millions, l'État prend tout et on redistribue. Et ça, il y avait eu des enquêtes dans l'opinion, et typiquement, cette mesure qui doit concerner quelques milliers de personnes en France était très majoritairement rejetée au sein de la population. On peut se demander pourquoi. Et c'est justement à cause de cette colonisation des imaginaires. C'est-à-dire qu'en fait, des sociologues sont intéressés à ça, et ils ont vu qu'en fait, quand vous dites on va taxer les ultra-riches, beaucoup de gens qui ne seront jamais ultra-riches de leur vie, évidemment, en fait, vont être empathiques de leurs problèmes, parce qu'en fait, si vous voulez, si vous taxez ça, vous allez briser leurs rêves que leur donne le capitalisme. Peut-être qu'eux, un jour, ils seront riches, et si eux, un jour, ils seront riches, de quel droit l'État irait les taxer ? Et quand vous avez des petites phrases comme celle de notre président Macron qui dit « je veux que les gosses aspirent à être milliardaires », on est en plein là-dedans, cette prospérité complètement vaine d'accumulation. Et donc l'idée, voilà, c'est de changer ces imaginaires, et c'est très très dur de se projeter dans une société post-capitaliste, post-croissance, parce que justement, on est en plein de cette colonisation des imaginaires.
Et pour ça, du coup, on essaie avec la décroissance de porter d'autres imaginaires. Et en effet, c'est pas toujours facile de le faire avec des textes très intello, avec des textes de Marx, avec des rapports du GIEC, etc., techniques. Et l'idée, c'est qu'on essaye beaucoup chez Alterkibé de se servir de la pop culture, puisque c'est quand même des récits très puissants qui habitent beaucoup les jeunes. Et en effet, dans l'essentiel de la décroissance, c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc évidemment, j'ai parlé des films de studio Ghibli, que vous devez, j'imagine, connaître pour la plupart, Chihiro, Princesse Mononoke, Nausicaa, où là, bon, si vous voulez, c'est revendiqué par Miyazaki notamment, cette critique du capitalisme, cette critique de la modernité, ce besoin de revenir dans un peu le shintoïsme, donc un vivant qu'on respecterait. Mais ce que j'ai aussi fait, c'est que je suis allé prendre des œuvres de la pop culture qui sont peut-être moins axées, si vous voulez, complètement écolo. Typiquement One Piece, avec le personnage de Luffy, Full Metal Alchemist, Hunter x Hunter. Et en fait, souvent, dans ces mangas qui sont très, très populaires chez les jeunes, de fait, quand je t'intéresse à ce qui est raconté un peu, vous voyez que très souvent, vous avez des groupes de jeunes avec des valeurs très fortes. Dans le cas de Luffy, on va dire que c'est plutôt la liberté et l'anarchisme, et qui vont se retrouver face à un pouvoir très dur. Toujours dans le cas de One Piece, par exemple, ça va être le gouvernement mondial et la marine, qui est une armée très puissante qui veut garder le statu quo. Et finalement, ces jeunes dans ces mangas, pour porter ces valeurs très fortes, ne vont pas avoir peur de renverser l'ordre établi par un rapport de force, parfois violent, et justement pour essayer d'aller vers un autre type de société. Et j'essaie d'en tirer pas mal de messages, et notamment un truc moi, qui m'interpelle beaucoup dans la société, c'est que très souvent, les multinationales et les gouvernements néolibéraux, comme le nôtre par exemple, font appel beaucoup à ce qu'on appelle les petits gestes. Donc c'est les phrases d'Agnès Pannier-Runacher du style « attention à votre email, enfin à votre pièce jointe rigolote ». Bon ça, si vous voulez, c'est de la poudre de perlimpinpin, comme dirait Macron. C'est pas le cœur du problème. C'est pas des petits gestes individualistes qui vont faire changer quoi que ce soit, puisque vous êtes vous-même soumis à la publicité toute la journée. Ce qui moi m'intéresse plus pour faire changer les choses, ce serait un rapport de force qu'on peut mener dans l'entreprise, mais qu'on doit aussi mener depuis l'extérieur. Je pense au soulèvement de la Terre, par exemple, sur la question alimentaire. Et voilà, et donc je pense qu'il faut changer les imaginaires et se dire qu'un changement est possible, mais que ce changement demande un rapport de force. Voilà, c'est pas facile à accepter, mais c'est comme ça, et on ne changera pas en faisant une fresque du climat aux actionnaires des boîtes du CAC 40, et ils vont se dire « Ah bah en fait, si je vais partager la richesse », bon, ça me paraît être complètement faux, et donc il faut accepter ce rapport de force. Cécile, une réaction? Je serais un peu plus nuancée sur les petits gestes, parce que d'abord, il y avait l'étude de Carbone 4 il y a quelques années, je pense un certain nombre avaient lu, qui montrait quand même qu'entre 25% et 40%, selon le caractère plus ou moins héroïque et engagé des personnes à titre individuel, mais aussi de collectifs à la base, de communautés. Enfin, nous, c'est un peu ce qu'on essaye de faire au campus, de montrer qu'en mutualisant beaucoup de choses, on peut avoir une vie sobre et qui fait une différence du point de vue de l'empreinte carbone, biodiversité, de la question de l'usage de l'eau, la réduction des intrants chimiques. Et on travaille avec des agriculteurs autour du campus, qui sont dans des logiques différentes. Et puis, par rapport à ce que tu viens de dire, certes, c'est sûr qu'il y a des rapports de force, et là, qu'il ne faut pas minimiser le fait de trouver les moyens d'interpeller, et plus que ça, en fait, de faire valoir. Mais moi, j'ai en tête, et je cite souvent les travaux de Eric Olin Wright, qui est un politiste décédé il y a quelques années, qui soulignait que pour les stratégies anticapitalistes, et je trouve que ça s'applique bien encore plus largement à la question des changements profonds des modes de vie, et ce n'est pas que dans les sociétés capitalistes, en fait dans toutes nos sociétés, qu'il y a vraiment un autre imaginaire à nourrir, de dire finalement il y a des stratégies qui sont en rupture, donc qui s'appuient beaucoup sur ce rapport de force et être aiguille, plus qu'aiguillon externe, et puis des stratégies interstitielles et des stratégies réformistes. Et pour ma part, en tout cas pour le campus, nous on se dit, on a vraiment un rôle à jouer pour essayer, dans la réflexion avec des étudiants, de montrer comment ces différentes stratégies sont complémentaires. Et pour dire, là on avait un cours de l'ESSEC dont j'étais en charge cette semaine au campus. Et moi, j'avais fait venir, il y avait quelqu'un de Ernst & Young sur des stratégies de transformation. Il y avait des personnes du campus qui ont été à Sainte-Soline ou qui se mobilisent dans des mouvements très engagés externes. Et on avait 2 agriculteurs du coin, dont un passé au bio et une qui est éleveuse de poules pondeuses, et qui partageaient leurs expériences. Et on est en lien. Et je trouve et les élèves étaient ravis, parce qu'il y avait justement, ça donnait à voir la complémentarité entre des engagements, et celui qui venait du monde de grande entreprise avait vraiment une vision extrêmement exigeante de la nécessité de modifier les modèles d'affaires. Et je pense que, je connais pas mal de personnes qui sont dans les grandes entreprises, qui essayent de l'intérieur de faire bouger des choses. Et pour être dans le comité des parties prenantes d'EDF et de Michelin jusqu'à cette année, je vois bien comment il y a aussi l'invitation pour
EDF. Je vois Karine qui est là, mais il y a aussi Valérie Masson-Delmotte ou Christophe Cassou qui sont dans le comité des parties prenantes. Et que du coup, ça permet d'avoir un dialogue exigeant en se disant mais personne non plus n'a la solution tout seul. Et c'est aussi ces coalitions avec des gens très engagés et volontaristes qui peuvent faire bouger les choses. Donc, voilà. Et c'est justement une conversation qu'on va pouvoir poursuivre avec notre deuxième panel. Je pense qu'on peut vous applaudir à nouveau une deuxième fois. Merci à tous les deux. Et on continuera de suivre vos travaux sur les différents réseaux. On va maintenant accueillir deux autres personnalités qui ont à nouveau des regards qui sont complémentaires sur la thématique qui est la nôtre, notre place dans l'univers. La première s'appelle Victoria Guillaumont. Elle est autrice, réalisatrice d'un documentaire qui est en train de commencer à sortir, qui s'appelle Shimla, dont elle va nous parler. Et elle est également la fondatrice d'un podcast qui s'appelle Nouvel Œil. Et enfin, on va accueillir également Maxime Blondeau, qui est cosmographe et qui, par le biais de publications dans médias, etc., nous amène à nous questionner sur notre vision, notre rapport au territoire. On peut les applaudir également. Dans le panel précédent, on a entendu parler quand même du besoin de retourner à cette question des liens, à cette question aussi de soi par rapport à toutes ces questions qui sont vertigineuses. Toi, de ton côté, Victoria, tu te poses ces questions-là au quotidien par le biais de ton podcast. Comment est-ce que ça a commencé ? Je sais que c'est quand même très ancré dans ton histoire personnelle, parce qu'on est amis aussi en dehors des scènes, donc je sais que tu aimes bien partager cette histoire. Oui, merci. Je me demandais d'ailleurs si tu allais me tutoyer ou me vouvoyer. Je me suis dit, si elle me vouvoie, ça va faire très étrange. Merci à tous d'être ici. Mon engagement a commencé très tôt, et notamment au cours d'un voyage humanitaire en Inde que j'ai fait quand j'ai eu 18 ans. Et au retour de ce voyage, j'ai fait le lien très direct qu'il y avait finalement entre la crise écologique et la crise de sens généralisée dans nos vies, que je conscientisais pas forcément avant. J'ai toujours eu une conscience écologique parce que je suis née dans la campagne, mes parents sont agriculteurs, et donc je voyais déjà dès toute petite les conséquences du dérèglement climatique, qui ne sont pas pour demain, qui sont déjà présentes. Mais j'avais une vision de l'écologie qui était très clivante, très urgente, très colérique, et qui me faisait du mal à cet âge-là. J'avais l'impression que c'était une montagne à surmonter qui n'était qu'une question de sacrifice finalement, et il y a des méchants, il y a des gentils, c'est noir ou c'est blanc. Et en fait, j'ai ouvert une porte, celle de l'écologie intérieure, Cécile Renoir en a parlé tout à l'heure un petit peu, en faisant ce lien du fait que quand on s'engage avec ces énergies globalement très négatives, finalement on s'abîme aussi de l'intérieur. Et à ce même moment, je me posais des questions très existentielles qui sont universelles, qu'on se pose tous plus ou moins à un moment donné dans notre vie, qui sont pourquoi on est là, qu'est-ce qui nous rend profondément heureux, qu'est-ce qui impacte le monde. Et c'est des questions très vertigineuses parce que les questions sont personnelles, il n'y a pas de plus A, plus B, plus C pour en arriver à une conclusion qui soit duplicable. Et je me posais ces questions précisément à mes 18, 20 ans, autour de ces âges où on est perdu, où on ne sait pas vraiment qui on est, et où on a tendance à construire notre identité personnelle dans l'accumulation, dans le faire, dans des relations qui nous sont parfois nocives, mais qu'on garde autour de nous parce que ça fait stylé. Et donc je me sentais assez perdue par rapport au fait de devoir trouver ma place, mais j'avais l'impression qu'il fallait forcer cette place pour qu'elle soit concevable dans la société et qu'elle soit cohérente. Et donc j'avais l'impression tout le temps de vivre en dissonance cognitive, de vouloir m'engager pour l'environnement, tout en devant construire le parcours du parfait petit soldat qui fera tout bien, tout vite et de la meilleure manière. Et donc là, j'ai commencé à me poser et à ouvrir la porte de la méditation, qui fait très peur aujourd'hui. On peut mettre le mot spiritualité derrière, tous ces mots qui sont très galvaudés. Je ne mets même pas le mot religieux derrière, parce qu'encore une fois, ça peut cliver beaucoup de choses, je pense. Mais du moins, j'ai laissé de la place pour le silence et pour ces choses qui ne s'expliquent pas et qui sont de l'ordre de l'intuition, et qui renouent avec l'émerveillement et toutes ces choses un peu impalpables. Et dans ces temps de vide et d'introspection profonde, je me suis dit qu'en fait, c'était précisément dans ces questions où on allait chercher au cœur de nous-mêmes, de qu'est-ce qui t'anime au plus profond, qu'est-ce qui brûle en toi, qu'il y avait au final globalement toutes les réponses aux mots du siècle. Et en fait, il y a une phrase qui va résumer tout ce que je viens de dire, qui m'a beaucoup marquée, que j'ai entendue quand j'avais 23 ans, je crois, d'Edgar Morin, qui dit « La grande crise de l'humanité
et celle d'une humanité qui n'arrive pas à accéder à l'humanité. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, dans une phrase, tout est dit, et si on dissèque cette phrase, on a les clés, du moins, pour beaucoup de ces réponses. Maxime, je pense qu'il y a un truc qui vous relie, en tout cas dans ce que Victoria vient de dire, c'est un peu cet appel à l'émerveillement et à nouveau porter un autre regard sur le monde qui nous entoure, pas forcément sur soi, mais ça peut être aussi sur la connexion qu'on a avec un territoire, un endroit qui nous a marqué. Comment est-ce que ça s'est fait, cette bascule, pour toi? Et comment est-ce qu'on fait revivre finalement ce métier de cosmographe, c'est un peu cette posture-là au monde, dans un monde où à nouveau on a plutôt été attiré pendant longtemps par, je dirais, une approche très technique, comme on a pu en parler tout à l'heure. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors, partie perso et puis ensuite partie fond. Ouais. Partie perso, moi, mon parcours, c'est école de commerce. Ensuite, Sciences Po Paris, donc en gros politique, affaires publiques. Et ensuite, 10 ans après, anthropologie, sciences humaines. Et en gros, entre-temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à travailler et puis j'ai arrêté mon boulot et je suis parti en Chine, Himalaya, pendant près d'1 ou 2 ans. Et puis je suis allé m'installer à Rome où j'ai commencé à écrire et à m'interroger sur les civilisations, prendre du recul. Donc, mon parcours, un petit peu comme le tien, s'inscrit aussi dans le voyage, la rencontre de l'altérité, la découverte de spiritualités différentes de celle d'où je viens. Moi, je viens d'un monde, mes parents, c'est le monde rural, paysan, beaujolais, catholique zombie, dit Emmanuel Todd. En gros, c'est une très grande présence catholique, mais ancienne, d'il y a 1000 ans, donc qui a évolué sous plein de formes différentes. Je viens de là. Aujourd'hui, j'habite en Bretagne, dans le sud du Morbihan, sur Goff du Morbihan, pour ceux qui connaissent. Ça, c'est moi, mon perso. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ça fait 10 ans que j'enseigne à Sciences Po, et ce que j'enseigne, c'est la cosmographie. Alors, point de vocabulaire, cosmographie, qu'est-ce que c'est? C'est la science ou l'art de représenter l'univers. Parce que la question qui se pose de quelle est notre place dans l'univers, comment est-ce qu'on peut trouver notre place dans l'univers, moi je pose la question de qu'est-ce que c'est que l'univers? Et comment est-ce qu'on se le représente? Comment est-ce qu'on le raconte? Comment est-ce qu'on le voit? Quand on a une entreprise, comment est-ce qu'on voit, ou on regarde, ou on collecte des données sur l'univers? Et en gros, moi j'ai fait ça au travers d'une discipline qui s'appelle l'anthropologie des techniques. Par exemple, certains connaissent peut-être Bruno Latour ou des gens comme ça, c'est de l'anthropologie des techniques qu'ils font. C'est-à-dire, ils se posent la question de l'impact des technologies sur l'humanité. Et quelle est la grande leçon de l'anthropologie des techniques? C'est qu'en fait, les technologies sont une puissance spirituelle. Comment? En fait, tout choix technique, toute décision en matière de technologie a un effet sur les utilisateurs, donc les humains que nous sommes. Ça change notre perception de l'espace et du temps. Quand on a du feu, on voit dans l'espace plus loin, et ça change notre rapport au temps. On peut veiller la nuit quand on a un homme préhistorique au paléolithique. Mais en fait, ce changement qui se compose dans notre perception du territoire, c'est un changement d'ordre spirituel, de rencontre d'espace et du temps, et donc ça fait une connexion entre technologie et spiritualité. Et en gros, ça m'a fait prendre conscience qu'avec ce qui se passe au niveau du numérique aujourd'hui, depuis 10 ou 20 ans, nous sommes dans une révolution cosmographique, c'est-à-dire une révolution de la façon dont on pense l'univers. Aujourd'hui, un collégien en Afrique, il reçoit des photos de Tokyo, de Rio de Janeiro, il peut voir des images de New York et du monde entier. Et ça, c'est ce qui m'interroge. À l'origine, la cosmographie, c'est une très ancienne discipline. Elle a 2000 ans, 2500 ans. Vous aviez dans l'Antiquité grecque ou en Égypte antique des cosmographes qui essayaient de représenter le monde, de dessiner des globes, comprendre la distance entre l'humanité et les astres. Bon, c'est ça qui faisaient les cosmographes. Aujourd'hui, c'est de l'astrophysique, la cosmographie. Mais moi, ce que je fais, c'est je ne m'intéresse pas à l'univers au sens la naissance des galaxies, la source de la lumière. Je m'intéresse à l'univers vécu, qui est le territoire. Et donc, comment est-ce qu'on peut se représenter l'endroit où l'on vit? Quelles imbrications, quelles relations, quelles interconnexions on voit? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Quelles sont les dimensions qu'on occulte de l'univers dont nous dépendons? Donc c'est ça que je fais, cosmographie, et c'est à la fois spirituel et technologique. Donc en fait, je travaille le lien entre les deux. Justement, sur cette question du lien et d'imbrication, on parle de plus en plus du fait de devoir prendre soin de soi, puisqu'il y a l'image qui est dans les avions, que je ne vous invite pas à prendre, où on nous dit toujours « mettez votre masque avant de mettre celui à votre enfant », ce qui paraît totalement déconnant. On se dit en tant que parent, j'ai envie de protéger mon enfant le plus vite possible, mais en même temps, si toi, tu es en train de manquer d'oxygène, tu ne vas pas l'aider longtemps. Donc il y a vraiment cet enjeu aussi de se dire, si je vais mal, comment est-ce que je peux faire du bien autour de moi et faire du bien
au reste du monde. Donc finalement, est-ce que justement se prendre soin de soi, c'est pas un peu une brique qui est entièrement reliée aux politiques et à l'écologie au sens large, Victoria ? Oui, et au-delà d'être une brique, je pense que c'est la base de tout. Et on l'occulte souvent parce qu'encore une fois, c'est vertigineux, ça nous ramène à des questions qui n'ont pas de réponse toute faite et qui se déconstruisent, qui évoluent avec le temps et qui sont très personnelles au final. Et puis, il peut y avoir quelque chose aussi d'égoïste, à se dire je prends du temps pour moi et je dis non à telle proposition parce qu'on est très rattaché quand même au regard des autres, on a ce besoin d'appartenance, de sécurité. Et donc, au final, on en vient à beaucoup projeter sur les autres ou projeter dans des choses ce qu'on essaie de réparer en nous-mêmes. Mais c'est bien souvent des fuites en avant. Et quand on a un temps de vide, plutôt que de le laisser dans le vide, on va essayer de l'occuper, de le remplir par des choses à faire, par de l'achat compulsif. Et en fait, tous ces mécanismes qui sont très psychologiques, ils disent beaucoup aussi de notre époque et de l'autodestruction qu'on est en train de faire de notre humanité. Alors que si tout simplement on met sur pause et qu'on se dit « Ok, là j'analyse ce que je suis en train de ressentir et pourquoi j'allais agir comme ça » et qu'on prend un petit peu un pas de recul pour ne pas agir en aversion ou en désir à chaque situation, mais en y prenant du recul, on touche à des choses beaucoup plus profondes qui sont de l'ordre d'une philosophie de vie presque. C'est vraiment je dirais presque une métamorphose sociétale en fait. Et pour rebondir sur ce que disait Maxime, je pense qu'il y a aussi beaucoup de ces sujets qui sont reliés à un état de conscience en fait et de présence au monde. Et c'est pas tant des solutions techniques ou des projections avec des tableaux Excel sur le futur, mais c'est plus déjà là dans l'instant quel état de présence on porte au monde dans ce qu'on fait, dans comment est-ce qu'on se nourrit, mais pas simplement au sens propre du terme, comment est-ce qu'on se nourrit de lecture, de relations, de choix, de choses. Et comment est-ce qu'on habite le monde de manière générale aussi. Et donc plus à se poser des questions avant de penser je vais faire ça parce que combien ça va me rapporter dans telle année, mais je fais ça, pourquoi est-ce que je le fais et est-ce que ça vibre profondément en moi? Est-ce que je le fais parce qu'on m'a dit que c'était bien de le faire, parce que c'est dans l'ordre des choses, parce que ça va sécuriser mon CDI dans 10 ans ou est-ce que je le fais parce que profondément ça vibre et qu'il y a quelque chose qui me dépasse? Mais pour arriver à toucher ça, c'est un espace qui est dans l'écologie intérieure, dans l'introspection. Et ça, je pense, en tout cas, j'aimerais encourager ça, que ça passe par l'éducation et dès le plus jeune âge, en fait, de nous dire déjà à l'école, en fait, qui es-tu toi? Quelle est ta singularité? Qu'est-ce qui fait que tu es différent de ton voisin? Et au même titre qu'on nous apprend à calculer des chiffres et des je ne sais même plus comment on appelle ça, avec les 2 au-dessus et tout, de juste nous poser la question de c'est quoi pour toi le bonheur? Et je sais que Frédéric Lenoir le fait, il dispense des cours, des ateliers de philosophie, parce que c'est aussi rattaché à la philosophie tout ça, dès les écoles primaires. Et en fait, il est toujours très étonné des réponses qu'il a sur c'est quoi le bonheur pour vous? Et c'est des questions très matures en fait que les enfants proposent de manière très spontanée. Et il y a cet élan spontané d'enfant qu'on perd en grandissant et qu'on aurait tous intérêt à retrouver. Donc pour moi, c'est presque un muscle en fait qui se travaille et dès l'enfance. Mais il y a quelque chose de paradoxal à notre époque, c'est qu'en même temps, on vit une période où on a une ministre, en tout cas une figure politique qui invite les enfants presque dès la maternelle à se dire quel métier tu veux faire et comment tu vas produire de la valeur pour ce monde. On a le développement personnel qui n'a jamais été aussi présent. Enfin, il suffit d'aller se balader dans une librairie pour voir justement la place que le développement personnel prend dans les rayons. Et pour autant, on a l'impression qu'en fait, on se pose toutes les questions, mais à chaque fois, c'est les mauvaises questions de la mauvaise manière. Parce que oui, un rapport au monde, c'est une question, c'est un angle, mais il y a un rapport au monde basé sur quel taf tu vas faire plus tard et sur comment est-ce que toi, uniquement toi, tu peux aller mieux sans se poser la question de comment est-ce que toi, tu viens t'imbriquer dans ce reste de la société. Finalement, on fait une impasse un peu sur des enjeux importants. En fait, je pense qu'on essaie aussi de répondre à ces questions. En fait, on se déresponsabilise presque de ces questions et on attend encore que ce soit une autre personne ou quelque chose qui nous donne les réponses. Plutôt que simple. En fait, il n'y a pas besoin de livres, il n'y a pas besoin de conférences, de séminaires sur 20 jours qu'on paye 3 000 € pour avoir des réponses à qui tu es. C'est simplement du temps de vide où tu n'as pas ton téléphone, tu ne vas pas marcher avec ton copain, ta copine, tes parents, juste tu es dans la forêt, tu renoues à tes sens, et tu écoutes ce qui se passe en toi. Et c'est hyper vertigineux et il y a beaucoup de personnes qui se disent vouloir méditer et qui disent mais c'est pas pour moi.
Mais en fait, c'est pour personne la méditation. Et moi, la première, je suis une hyperactive, j'ai toujours envie de faire 1000 trucs. Et quand j'ai commencé à me poser, à me dire, attends, arrête de tout le temps fuir, en fait. Juste pose-toi, ferme les yeux et réfléchis à ces questions profondément, plutôt que d'essayer de chercher des réponses dans ce qui ne t'appartient pas. Je répondais, mais c'est pas pour moi. Moi, j'y comprends rien à ces trucs, c'est encore des machins des perchés, c'est pas... Et en fait, petit à petit, tu dis non, en fait, là, tu essaies encore de rationaliser, d'essayer de trouver des excuses pour ne pas le faire, mais commence par 3 minutes, puis 5 minutes, puis 10 minutes. Et après, ça devient une hygiène de vie qui est vitale parce qu'on en ressent les bienfaits, mais sur le long terme. Et on est tellement dans une société où on veut voir les résultats tout de suite, où il faut tout de suite et que ce soit visible, que ce travail introspectif, il se fait seul, ça demande beaucoup de rigueur, une détermination, et ça se fait sur du long terme. Et donc, on s'en remet à des livres, à des programmes, à des gourous qui vont nous dire comment vivre. Et donc on s'y perd. Et forcément, le système capitaliste se met dans cette brèche et puis en fait quelque chose de commercial. Mais juste le fait qu'il y ait un tel engouement aujourd'hui autour du développement personnel, on l'appelle comme on veut, la méditation, tous ces stages de yoga, etc., mais ça en dit tellement long sur notre époque, en fait. Ça en dit tellement long sur le fait qu'on a besoin de silence, qu'on a besoin de retour à la nature, de retour à l'essentiel. Voilà. Je pourrais partir dans des débats sans fin. En vous écoutant, évidemment, je me dis qu'on a besoin de se poser toutes ces questions. On a besoin, en effet, d'aller nourrir notre regard et de le faire par différentes manières. En effet, en apprenant à la fermer, en apprenant à regarder. Mais je me dis, nous, là, on est entre nous, on a le temps de faire ce genre de truc. On a le temps, en effet, d'aller se poser dans une bibliothèque pour se dire qu'est-ce que les gens pensaient ou faisaient il y a 3000 ans. On a le temps de se dire qui j'ai envie d'être, comment est-ce que j'ai envie de le faire et de ralentir. Mais ça, c'est des privilèges qu'on n'est pas toutes et tous en mesure de débloquer. Je pense à mes parents qui travaillent dans le bâtiment, ma mère qui travaille en supermarché. Ils ont à peu près 5 heures de libre dans leur semaine. Ils travaillent du lundi au dimanche. Donc comment est-ce qu'on fait pour ne pas se retrouver avec des questionnements qui, malheureusement, vont encore arriver dans les écueils de l'écologie politique telle qu'elle est aujourd'hui, qui est un truc de blanc privilégié qui, aujourd'hui, demande quand même des ressources. Et évidemment, c'est une question qui est vertigineuse, mais... Alors pour connecter un petit peu avec ce qui vient d'être dit juste avant par Victoria, avec aussi le sens de la cosmographie que j'essaye de développer dans mes cours ou sur les réseaux sociaux, si certains d'entre vous sont tombés sur mes publications, je dirais que ce qui peut être à la croisée de tout ce qu'on vient de dire, c'est la notion d'écologie de l'attention. Donc à la croisée de l'écologie intérieure dont tu parles et donc le développement personnel et cette idée de faire le vide et d'aller gérer aussi ses propres énergies et puis sa relation avec l'univers, avec l'espace-temps, c'est crucial, mais l'écologie de l'attention dépend aussi des structures dans lesquelles on est intégré, structure économique, structure sociale, structure technologique. Et en fait, l'écologie de l'attention, c'est-à-dire la réflexion sur le fait que notre attention, notre temps de cerveau disponible, si vous voulez, notre présence cognitive, ce à quoi on prête attention, ou on fait attention, le monde anglo-saxon dit on pay attention, beaucoup plus transactionnel, ce sujet-là, il est à la croisée de notre rapport au monde et à l'univers. Et en effet, c'est un sujet économique, capitalisme, c'est un sujet de spiritualité. C'est pas pour rien que les grandes révélations, les grands prophètes, Bouddha ou Mahomet ou Jésus, se sont produites dans une petite escapade dans le désert. Parce qu'en fait, c'est des moments où on va se reconnecter physiologiquement au territoire, à l'univers, à l'espace et au temps. C'est le moment où en fait, on fait des méditations parce qu'on est dans des structures de sollicitation cognitive qui sont beaucoup plus propices à la croissance et au développement. Donc en fait, la question que je pose aussi dans mon versant technologique, c'est celle de l'écologie de l'attention et donc du temps que l'on consacre aux choses, ce à quoi on prête attention et ce à quoi on ne prête pas attention. Et en effet, c'est un sujet hautement social parce que en fait, tout ne dépendra pas de notre énergie psychique intérieure, qui est cruciale à déconnecter, à débloquer, à reconnecter ou à débloquer, mais ça dépend aussi de structures bassement matérielles, économiques et technologiques qui nous enferment, mais qui potentiellement peuvent aussi nous réouvrir. Donc travailler la structure technologique, c'est là où je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est un sujet hautement spirituel, c'est un sujet écologique, c'est un sujet attentionnel, c'est un sujet de relation à l'univers.
Et c'est ce que tu mentionnais, Victoria, où en fait on a l'impression que pour aller bien et pour se reconnecter à tout ça, il faut payer une retraite de yoga, je sais pas où, il faut acheter un bouquin. Même aujourd'hui, pour aller courir, on nous vend en fait une image où il faut avoir les dernières chaussures avec la dernière technologie sortie par je ne sais quelle marque, etc. Et toi, c'est ce que tu viens critiquer, c'est ce que tu montres, c'est que non, si tu as une paire de chaussures, même si elle est trouée, même si tu es pieds nus, tu peux aller faire tout ça. Oui, mais c'est en ça que pour moi, c'est pas une question de privilège. Pour moi, c'est une question de choix. Et bien souvent, les personnes qui ont le moins de privilèges sont les personnes les plus connectées à elles-mêmes, paradoxalement. Et on a l'exemple de Pierre Rabhi qui parlait de sobriété heureuse. Vivre avec moins, justement, ça nous pousse à être moins riches aussi. Et donc, ça laisse plus de place pour le vide, et donc plus de place pour des choses qui ont vraiment du sens. Et c'est typiquement des personnes qui vivent, entre guillemets, dépouillées de tout d'un point de vue matériel, mais qui sont donc beaucoup plus riches de choses immatérielles, qui m'ont éveillée à ça. C'est quand j'étais dans ces bidonvilles en Inde à 18 ans que j'ai vu des personnes qui n'avaient pas la richesse qu'on a en Occident, et des sourires comme je ne vois plus en France, en fait. Et c'est ça qui m'a touchée. Je me suis dit, mais mon Dieu, en fait, on m'a toujours dit que ces gens étaient pauvres, mais je leur découvre une richesse que nous, on n'a plus en France. Et donc, pour moi, c'est pas tant une question de privilège. Alors oui, encore une fois, l'éducation joue un rôle immense sur ça, et si on ne nous sensibilise pas à ces sujets, si on n'a pas une famille qui est ouverte à ça, ma famille n'est pas du tout ouverte à ça, si on n'a pas une bonne rencontre au bon moment qui nous ouvre un peu cet espace intérieur, évidemment que la force ne suffit pas. Je suis bien d'accord que ça demande des outils intérieurs qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Mais par contre, qu'on soit riche ou pauvre, ça ne dépend pas de ça, vraiment. Vraiment, je dis, c'est pas que ça dépend de ça, mais qu'en fait, on est plus dans une posture et une société où aujourd'hui, on a des classes populaires, etc., où c'est un peu, on a l'impression d'être des enfants avec un bonbon qu'on nous met juste devant la bouche et on nous dit, il est très bon ce bonbon, mais tu ne vas jamais y croquer, tu vas jamais le goûter. Et c'est ça, en fait, moi, que je viens critiquer, c'est qu'en effet, on peut ne pas avoir besoin de tout ça, et c'est clairement démontré par tous les exemples que vous avez cités, qui ont été cités par Gabriel, etc., mais en fait, on nous a enfermés vraiment dans un schéma de pensée où on nous dit, si tu n'as pas ça et si tu n'arrives pas à l'atteindre, on te prive du bonheur et on te prive de cette réalisation de toi-même qu'on arrive aujourd'hui à atteindre par d'autres biais. Oui, et ça, c'est un travail de déconditionnement qui met des années et qui est hyper éprouvant, en fait, parce que ça demande de remettre en question tout ce qu'on nous bétonne dans le cerveau depuis qu'on est tout petit. Il faut que tu aies ça pour être heureux, il faut que tu fasses ça pour être heureux, il faut que tu aies telle personne dans ta vie pour être heureux, il faut qu'à tel âge tu en sois ici. Et c'est super culpabilisant, en fait. Et d'arriver à enlever un petit peu ces couches de l'oignon, ça demande une force et une persévérance qui est éprouvante. Ah oui, ça fait pleurer les yeux. Ouais. Merci à tous les deux, je vois qu'on est arrivé au bout du temps. Merci à nouveau d'être venus sur cette scène pour partager tout ça. Je crois que Victoria a un message pour vous, et ensuite on passera à la dernière petite surprise de cette session. En parlant de place de l'émerveillement, je viens de réaliser mon premier documentaire avec Johan Reboul. On est parti en Inde sans prendre l'avion pendant 6 mois, et notre film sort au Grand Rex le 26 mai pour la grande première. Donc si vous êtes disponible, n'hésitez pas à venir. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Je vous invite peut-être à nous quitter, malheureusement. Il y a quand même un mot dans ce nom de session qui est la vie, et on a beaucoup parlé par le prisme de nous et de comment est-ce qu'on arrive à s'épanouir en tant qu'humain et à vivre nos petites vies de manière un peu épanouie, en tout cas le moins chaotique possible. Et pour autant, quand on parle de vie, il y a aussi le reste, tout ce qu'il y a autour dans cet environnement qu'on a longtemps justement soit délaissé, soit largement maltraité. Et donc je me suis dit, comment est-ce qu'on peut venir peut-être faire atterrir cette session, parce que ce qu'on veut aussi, c'est que vous repartiez avec des choses très concrètes en vous disant, notre place dans l'univers, elle se fait aussi par rapport à l'endroit dans lequel on a grandi, par rapport au reste du vivant, donc la fameuse question de la biodiversité. Il se trouve qu'en plus d'avoir fait une dépression à 28 ans, j'ai grandi dans une des zones les plus polluées de France. Voilà, j'ai la loterie de la vie, il y en a qui ne gagnent pas toujours. Cette zone s'appelle l'étang de Berre, ça vous dit peut-être rien, mais donc c'est une zone entre Aix et Marseille, qui est a priori très stylée, puisque le sud de la France, il y a tout ce que vous pouvez imaginer, il y a le soleil, il y a les cigales, il y a le bruit de la mer, donc très kiffant. Le problème, c'est qu'en effet, on a des usines qui sont absolument tout autour de l'étang de Berre. On a ces usines-là qui viennent en effet avoir un impact
démesuré sur les écosystèmes, puisqu'on a cet étang qui aujourd'hui est largement maltraité, mais on a aussi un impact profondément ancré sur la santé des écosystèmes et des citoyens, puisqu'aujourd'hui on a un taux de cancer qui est 2 fois supérieur à la moyenne nationale, on a des maladies chroniques qui sont en pleine explosion. J'ai tous mes voisins qui, globalement, ont décédé ou sont décédés de ce genre de maladie dans les dernières années. J'ai commencé à être malade quand j'avais 18 ans d'une maladie chronique inflammatoire. Donc tout ça, on voit que vraiment, il y a un lien. Quand on parle de ce qu'on fait aux vivants, on se le fait à soi-même, c'est réel, c'est très concret. Donc c'est une des choses qui m'a amené, moi, à me questionner, en tout cas, sur ce qu'on appelle aujourd'hui la 6e extinction de masse, qui paraît un peu délirant comme ça, on se dit, mais c'est quoi ça ? Concrètement, c'est aujourd'hui, on le voit, les populations, que ce soit d'insectes, d'oiseaux ou autres, sont en train de se casser la figure de manière assez spectaculaire. Tout ça, c'est le résultat, la résultante de nos activités humaines. Et évidemment, on a un peu l'impression, quand on dit ça, que c'est des petits papillons et des petits insectes qui sont en train de disparaître, que oui, quand on ira rouler dans les routes de campagne, on aura moins de moustiques écrasés sur notre pare-brise, mais ce n'est pas uniquement ça. C'est aussi toute une relation d'interdépendance avec ce vivant qui est en train de disparaître. C'est aussi les moyens de vivre et d'habiter cette planète qui sont en train de se détériorer. Et là, ça paraît à nouveau très méta. On se dit, oui, habiter le monde, on y arrivera toujours parce qu'on est une espèce inventive. Il y a des limites à tout ça, parce que ce soit pour notre oxygène, pour notre nourriture, pour les choses qu'on met sur nos vêtements, pour les meubles qu'on construit, tout vient à un moment donné de la biodiversité. On a connu toutes et tous ici la pandémie, le Covid, qui nous a bloqués chez nous pendant une certaine période, qui nous a invités à la fermer et à arrêter de courir dans tous les sens. Et évidemment, on a commencé à parler de notre lien entre interespèces, justement sur la question de la santé. On a vu que la pandémie du Covid, c'était aussi le résultat d'une maltraitance des écosystèmes. Puisqu'en détruisant les écosystèmes, on crée de plus en plus de situations dans lesquelles la faune sauvage va rentrer en contact avec nous. Une faune sauvage qui était auparavant très bien dans sa forêt, dans ses écosystèmes, et qui pour autant est porteuse et vecteur aujourd'hui de certaines maladies. Et quand on rentre en contact, on se transmet des choses. On se transmet des instants qui peuvent parfois être très stylés, et des maladies, comme le Covid-19. Donc ça, c'est des choses qu'on essaie de mettre en avant avec un concept qu'on appelle One Health, la santé planétaire, où on fait comprendre aujourd'hui que notre système de santé est mis à mal aussi du fait de ce qu'on est en train de faire finalement à la biodiversité. À nouveau, ça paraît très lointain, on se dit oui, on a eu une pandémie, mais on a les moyens d'endiguer tout ça, on a les moyens de faire en sorte que ça ne se reproduise pas, on espère. Pour autant, il y a énormément de choses dont on n'est pas au courant. Il y a beaucoup de choses en termes d'activité et d'impact qu'on n'a pas forcément en tête. La preuve, je vous ai cité un exemple qui se passe dans votre propre pays, que beaucoup d'entre vous ne connaissez pas. L'étang de Berre, pourtant, c'est un des plus grands étangs d'Europe. Et combien d'entre vous n'en avez jamais entendu parler ? Et donc, je me suis mis à travailler depuis plusieurs mois sur cette question de l'effondrement de la biodiversité, sur comment est-ce qu'on peut alerter aussi en tant que journaliste, parce qu'on parle beaucoup de climat, on parle beaucoup d'émissions de CO2, et évidemment, il faut en parler, il faut continuer à en parler. Mais toutes ces autres crises sont en train de se passer simultanément. Et quand on commence à parler de l'effondrement de la biodiversité, évidemment, on se demande pourquoi. Il y a la question des pesticides, il y a la question de l'accaparement des espaces naturels qu'on est en train de mettre en place pour produire notre alimentation, pour construire des immeubles et des villas de personnes très privilégiées sur nos littoraux. Et on a aussi, parfois, la question de tout simplement générer plus de fric. Et ça, c'est ce qu'on a découvert avec Anaïs Théron, que je vais inviter à monter sur scène avec moi, qui est une personne assez extraordinaire avec qui je travaille sur de nombreux projets et qui va vous parler d'une question qui est le trafic d'espèces et qui est à nouveau très invisibilisée aujourd'hui et qui pour autant nous touche toutes et tous bien plus que vous ne pouvez le penser. On peut l'inviter à monter tout de suite avec nous. Merci beaucoup. Bonjour Anaïs, bienvenue. Bonjour Stécie, merci et merci à tous et à toutes d'être là. Peut-être que tu veux que je me présente ? Ouais, j'aimerais bien que tu me dises un peu ce que tu fais et pourquoi tu as commencé à t'engager sur ces sujets. Alors, je m'appelle Anaïs Théron, je suis une entrepreneuse engagée depuis longtemps. J'ai toujours été engagée, j'ai toujours été très sensible à ce qui est autour de nous. Et comme sûrement beaucoup de personnes ici, on vous a peut-être dit que vous étiez trop sensible
que vous preniez trop en considération ce qui était autour de vous, en tout cas que vous étiez un peu niaise, c'était un peu synonyme aussi de faiblesse. Et moi, en fait, c'est le postulat totalement inverse. Je pense que la sensibilité autour de nous est un vrai levier d'activisme et un vrai levier pour agir. Et après plusieurs années à bosser auprès d'entreprises engagées, à avoir toujours le sens de tout ce que je faisais, je me suis dit, en fait, là, j'ai besoin d'aller plus loin. C'est super hein, qu'on parle, mais je pense que là, il faut vraiment s'activer et aller bouger les choses. Et je suis partie m'engager dans une ONG qui s'appelle Akatia, qui est basée en Côte d'Ivoire et qui travaille sur la protection de la forêt et sur le trafic d'espèces sauvages. Est-ce que quelqu'un ici sait ce qu'est le trafic d'espèces sauvages? Très peu de personnes, mais c'est normal, ça ne m'étonne pas. Je vais vous montrer ce qui est un peu notre travail. Notre travail, c'est d'être sur le terrain, de protéger la forêt et aussi de protéger des primates, notamment des chimpanzés et des petits singes qui sont issus de ce trafic et de braconnage. On va en parler avec Stécie. Le trafic, c'est un business extrêmement lucratif. C'est souvent avec une grande porosité sur le trafic d'êtres humains, sur la criminalité, sur la drogue, sur tous ces enjeux-là. Ça a des vrais enjeux économiques, c'est quelque chose de très systémique qui est en lien aussi avec des enjeux de corruption. Donc bref, c'est un gros sujet. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère des animaux qui ont été saisis avant d'être achetés par des acheteurs, et on les réhabite à la vie sauvage. Donc on vit en forêt avec eux, on leur réapprend la vie sauvage, on leur réapprend à monter dans les arbres, on leur réapprend à créer du lien entre eux. Et vous allez me dire, ok, mais quel est le lien avec moi? Eh bien, le lien avec vous, c'est ça. Le lien avec vous, c'est ça. Aujourd'hui, il y a deux grandes raisons pour lesquelles les chimpanzés, mais plus globalement les primates sont braconnés. Il y a d'une part ce qu'on appelle la viande de brousse, donc c'est un mets qui est très prisé, mais c'est illégal. Donc c'est assez simple, entre guillemets, de s'en procurer, et ça décime des populations, notamment des adultes. Et puis les bébés, notamment les bébés chimpanzés, sont achetés sur le trafic illégal d'espèces comme animaux de compagnie. Et donc, ces animaux de compagnie vont être achetés soit par des zoos peu scrupuleux, soit par des influenceurs qui vont créer du contenu sur les réseaux et qui vont s'enrichir, mais on parle de sommes astronomiques. On peut parler jusqu'à 50 000 € par jour en créant du contenu de ce type-là, que souvent, quand on tombe dessus, on peut trouver ça mignon, attendrissant, un peu choupi. Oh, mais ils sont mignons, ils sont en train de s'aimer, de se câliner. En fait, la vérité, c'est qu'ils ne sont pas du tout en train de s'aimer et de se câliner. Ils sont juste maltraités, même si ce n'est pas des coups, ce n'est pas du sang, comme beaucoup de personnes peuvent entendre la notion de violence et de maltraitance. Et la vérité de ces contenus, c'est qu'ils sont poussés par l'algorithme de manière assez exacerbée, parce que justement, ça crée beaucoup d'interactions, ça crée beaucoup de likes, ça crée beaucoup de commentaires, donc ça ramène aussi beaucoup d'argent. Et il faut savoir que ce trafic-là est un des plus lucratifs, mais ça a aussi un vrai impact en termes de faune sauvage. Ce n'est pas juste quelques contenus qui sont par-ci par-là. Peut-être que vous, ça ne tombe pas dans vos feeds, mais il y a de très grandes chances que ça tombe dans le feed de vos enfants. Aujourd'hui, un des plus grands Snapchatteurs français qui a plus de 12 millions d'abonnés, qui est sûrement dans le téléphone de vos enfants, poste des contenus comme celui-ci et crée surtout des faux sauvetages. Donc, par exemple, ils vont acheter des animaux sur le trafic, ils vont faire des mises en scène en disant « Oh, mais regardez, j'ai trouvé ce petit singe sur la plage, perdu, abandonné, je vais le sauver ». Tout un storytelling pour le pire, qui crée beaucoup d'engagement, beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion, parce que ça crée aussi de la dopamine dans le cerveau. Et donc, ça va créer aussi beaucoup plus de revenus pour lui. Aujourd'hui, il y a des empires comme ça qui sont créés. Et donc, quand on tombe sur ce genre de contenu, on n'a pas la réalité derrière ça. Aujourd'hui, typiquement, pour un bébé chimpanzé qui est récupéré par un trafiquant, il y a 10 adultes qui ont été tués pour le récupérer. Parce que, évidemment, les animaux comme nous, qui sommes aussi des animaux, ont des organisations sociales, ont des liens entre eux, et donc les adultes protègent les bébés. Et après, on arrive à ce type de chiffres qui emmènent quand même l'espèce dans une situation extrêmement dramatique aujourd'hui. Là, on parle du cas des chimpanzés, on parle du cas des primates, mais c'est le cas pour une grande partie des contenus, notamment quelque chose que vous avez peut-être déjà liké, les petites loutres, que les gens trouvent ça très mignon, sur le dos, dans les baignoires, etc. C'est absolument pas mignon. C'est ce qu'on appelle du trafic d'espèces sauvages. Et c'est vraiment un sujet, et on s'en est rendu compte avec Stécie, qui est sous-traité, sous-médiatisé. Et je me demande d'ailleurs combien de personnes dans la salle ont déjà eu ce type de contenu ou liké ce type de contenu. N'ayez pas honte, voilà. Ouais. Dans le cas, je pense qu'il y a différents types de contenus. Il y en a avec les animaux sauvages qui sont du coup en lien aussi avec le trafic d'espèces sauvages. Et puis après, il y a la mise en scène aussi d'animaux de compagnie, mais qui sont encore un autre sujet. Mais donc, il y a beaucoup de types de contenus comme ça, et je te laisse rebondir dessus.
Ouais, là-dessus, c'est un gros enjeu, sachant que même moi, avant de tomber évidemment sur ces explications, sur des rapports et sur Anaïs, je n'ai plus tombé dans le panneau de certains contenus où on nous fait souvent passer les animaux comme en effet étant des animaux en détresse qui vont être récupérés par des projets de conservation, en tout cas des projets de réintroduction. Et en fait, on oublie qu'il y a toute cette espèce de big picture derrière, où en effet, on se retrouve avec un trafic d'espèces sauvages qui est presque comparable avec des trafics vraiment qu'aujourd'hui on essaye de réprimer au maximum, notamment au niveau des douanes, trafic de drogue, etc. Et aujourd'hui, il y a toute une espèce de réseau qui essaye de se monter, que ce soit entre les douanes dans les aéroports, mais aussi l'Union internationale pour la conservation de la nature et de nombreuses ONG qui sont présentes un peu partout dans le monde, qui essaient évidemment d'alerter le grand public, mais qui se trouvent quand même emprisonnés dans certains codes qui ne sont pas forcément les leurs. Quand on est une institution, quand on est une ONG, parler justement à des jeunes qui sont présents sur TikTok, qui vont zapper en quelques secondes un contenu et qui vont être juste happés un peu par à nouveau ce qui est soit sensationnel, soit ce qui est vraiment très attendrissant, c'est dur. Donc c'est aussi un peu l'enjeu là de notre travail, c'est de se dire, nous, on fait partie de cette nouvelle génération. On fait partie de la génération qui va passer jusqu'à 5-8 heures sur son téléphone à swiper et à parfois tomber dans des pièges. Donc comment est-ce qu'on peut mettre au service de ces organisations, au service de ce sujet-là, je dirais une vision du monde, un rapport aussi à la technologie, pour se dire peut-être qu'on va arriver à retourner un peu l'appareil contre lui-même, puisqu'il y a de nombreux influenceurs engagés qui aujourd'hui essaient aussi d'utiliser les algorithmes contre lui-même, en nappant avec une accroche ou un petit truc sur, typiquement, votre influenceur préféré a fait telle dinguerie, et puis en fait, au bout de quelques secondes, bam, on va passer sur la thématique qui est la nôtre sur le trafic d'espèces. Il y a des trucs qu'on aimerait bien tester aussi, mais de dire, là, en fait, vous cliquez sur ce bouton et vous pouvez nous aider à amener des animaux dans un centre de conservation, et en fait, quand vous cliquez, vous vous rendez compte que vous arrivez sur une page qui vous explique que vous étiez plein de bonne volonté, et c'est super, mais en revanche, en ne sachant pas qui se cache derrière ce genre d'initiative, vous allez nourrir potentiellement tout un système, tout un trafic qui aujourd'hui a des effets qui sont délétères. Et je pense qu'un truc qui est super important à comprendre, c'est qu'une des manières d'agir, vous l'avez compris, là aujourd'hui les réseaux sociaux sont quand même dans des mains assez complexes à bouger. En revanche, il y a un vrai levier sur la demande, de vous faire comprendre qu'en fait les animaux, c'est pas une propriété, c'est pas quelque chose qu'on peut dominer, c'est pas quelque chose qu'on peut acheter. Et ça, c'est un vrai point qui est important, c'est que les animaux sauvages ne sont pas des animaux domestiques, et ça dit aussi de notre rapport au vivant. Notre rapport au vivant, il est erroné jusqu'au point à penser que les animaux sauvages peuvent être heureux dans des maisons, dans des jardins, avec des vêtements, avec des mises en scène, dans les bras de félins, avec des espèces qui n'ont rien à voir avec leurs congénères. Donc ça montre aussi d'une part la méconnaissance qu'on a sur le monde du vivant, qu'on a souvent un peu mis de côté. On l'a décrédibilisé. Ceux qui parlent des sujets liés aux vivants, aux animaux, c'est un peu bébête, c'est un peu niais, c'est un peu un sujet secondaire. En fait, la vérité, c'est qu'elle est beaucoup plus profonde. Ça parle de notre rapport au vivant, à tout ce qui est autour de nous et à la manière dont on prend vraiment en considération les autres. Il ne s'agit pas d'avoir un lien de domination ni d'appropriation, mais c'est plutôt un lien d'humilité, d'interdépendance, de reconnaissance de ce que sont les autres espèces. Et je pense qu'un point aussi qui est super important sur cette notion d'humilité, c'est de se rappeler que les animaux, et c'est encore d'autant plus vrai pour les chimpanzés avec lesquels je travaille, on a plus de 98% d'ADN en commun avec eux. Donc c'est-à-dire que ce que vous ressentez en termes d'émotions, de sentiments, de sensibilité, c'est la même chose en fait pour eux. Et je pense que c'est important de se re-rappeler et de re-regarder ce qui est autour de nous avec beaucoup de gratitude et d'humilité, en se rappelant qu'on n'est pas au-dessus, on fait partie d'eux, et donc que c'est pas ok, que c'est pas normal, et que c'est pas un petit sujet en fait finalement d'avoir ce type de phénomène qui se développe. Ça veut aussi dire qu'on a quelque chose de culturel, de moral à changer sur la manière dont on prend en considération ce qui est autour de nous. Ouais. Et concrètement, ça c'est très lié à tous les enjeux d'imaginaire, comme on a pu le voir avec le fait de prendre l'avion, où aujourd'hui, évidemment, on ne va pas aller attaquer individu après individu, parce qu'en fait, on a tous des désirs, des envies qui ont été aussi façonnées, comme on a pu le dire dans les parties précédentes de ce panel, par la pub, par ce qui est
considérés comme désirables dans notre société. Donc l'idée, c'est d'aller toucher à ces influenceurs, à ces personnes qui aujourd'hui ont des bases d'abonnés qui sont conséquentes, et de leur faire comprendre que non seulement on sait ce qui se cache derrière leur contenu et derrière leur comportement, mais qu'elles ont une responsabilité, tout comme quand on est, j'en sais rien, Kim Kardashian en train de se montrer dans son jet privé, quand on est un influenceur qui se monte à l'autre bout du monde en train de prendre des photos avec des chimpanzés, avec des lions, etc., on a exactement la même responsabilité. Donc les prochaines étapes, c'est évidemment d'aller travailler avec les plateformes, de se dire comment est-ce que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, etc., ces plateformes-là ont aussi un devoir de modération. Un devoir de modération, pas uniquement quand on envoie un coup de pied dans un animal domestique, mais aussi quand on vient accepter des contenus qui, derrière, alimentent des trafics, et des trafics qui sont aussi liés à du terrorisme, à du trafic d'enfants, etc. Et derrière, il y a évidemment tout l'appareil juridique, parce que, évidemment, quand on est un influenceur français et qu'on va à l'autre bout du monde avoir ce genre de comportements qui sont répréhensibles par la loi ici sur notre territoire, on doit pouvoir être poursuivi de la même manière. Et donc ça, c'est tout l'enjeu aujourd'hui déjà d'en faire un sujet de société, de vous mettre au courant de tout ça, pour derrière aller, je dirais, mener une campagne de plaidoyer qui soit la plus impactante possible. Et donc pour ça, on a préparé un petit QR code qui vous permet juste en le scannant de laisser votre mail, puisqu'on va lancer des enquêtes, on va lancer aussi des dispositifs pour que les citoyens et citoyennes qui le souhaitent puissent aller identifier collectivement les contenus qui posent problème sur les réseaux sociaux, et qu'on puisse collectivement montrer déjà que c'est un phénomène d'ampleur, parce qu'on n'en a pas conscience toutes et tous, et derrière mener les actions qu'il faudra avec les plateformes et l'État également. Donc je vous remercie et je vous invite à le scanner et à nous rejoindre sur ce sujet-là. Je vous remercie en tout cas.